Imaginez la scène. Nous sommes en 79 après Jésus-Christ, par une très belle journée automnale, comme il en existe tant dans la région de Naples, en Campanie. Ce jour-là, deux hommes marchent côte à côte. Pline le jeune accompagne son oncle, Pline l'Ancien. Tous deux sont bien loin d'imaginer à quoi va ressembler leur journée ce jour-là. Témoins tous deux d'une des plus spectaculaires journées de l'histoire en matière de volcanologie, ils vont, sans le savoir, la marquer cette histoire. Pas tellement l'oncle, le pauvre, Pline l'Ancien, qui va décéder lors de l'éruption, mais bien plutôt son neveu, Pline le Jeune. C'est bien simple, Pline le Jeune va devenir le tout premier témoin oculaire d'une éruption volcanique à rendre compte de cette éruption dans un écrit. Il va en effet écrire des lettres à son ami Tacite. Ces lettres nous sont parvenues et demeurent encore aujourd'hui le premier témoignage écrit d'une éruption. Nous allons nous poser une question dans cette vidéo. Comment un document littéraire au départ a-t-il pu devenir document scientifique d'une telle ampleur? À tel point que Pline a même donné son nom à un type d'éruption volcanique. C'est parti. Parmi les 371 lettres laissées par l'écrivain, celle que nous allons regarder aujourd'hui est de loin la plus célèbre, puisqu'elle raconte cette éruption de l'an 79. Son oncle, c'est Pline l'Ancien. C'est un célèbre écrivain qui ne nous aura laissé finalement qu'une seule œuvre, le reste s'est perdu, mais quelle œuvre? Son histoire naturelle. L'auteur y évoque un nombre considérable de notions sur le monde, la Terre, le Soleil, les planètes. Il passe ensuite à la description géographique de toutes les parties de la Terre connues à l'époque, avant de revenir à ce que l'on appelle aujourd'hui l'histoire naturelle, en décrivant une grande partie des animaux marins, terrestres. La partie botanique qui suit est également considérable. Alors parfois on a des évocations assez loufoques dans le texte de Pline, comme par exemple celle du monopode, censé habiter entre l'Éthiopie et l'Inde, le pauvre avec son unique pied très grand qui lui permet néanmoins de se cacher des rayons du soleil. Ou ce cynocéphale qui est un homme à tête de chien. Cette lettre est également et surtout pour Pline l'occasion de placer un décor à ce drame personnel tragique. Et ce décor, c'est le Vésuve et son éruption. Rappelons que si cette lettre a fasciné depuis des temps immémoriaux, c'est bien parce que c'est le premier document écrit qui relate une éruption volcanique. Alors attention, il s'agit avant tout d'un document littéraire, une lettre. Il ne s'agit pas d'extrapoler et de tout prendre au pied de la lettre. D'autant plus qu'à l'époque, on n'avait pas le vocabulaire scientifique et les connaissances pour expliquer tous les phénomènes qui se déroulaient sous leurs yeux. Néanmoins, si on regarde en détail quelques éléments de la lettre, on va voir qu'il est tout à fait possible de reconstituer en partie le puzzle de cette éruption de 79. Donc en premier lieu, nous allons jeter un œil sur quelques extraits célèbres de... Oh. J'espère que l'histoire n'est pas en train de se répéter.
Ce fut donc un moment tragique pour Pline, l'Ancien, ainsi que pour 15 000 habitants de la région. Donc dans ce texte littéraire, quels sont les petits éléments qui vont permettre d'avoir un poids scientifique? Précisons d'emblée que le Vésuve, en tant que volcan, était déjà reconnu comme tel. On savait qu'il y avait une montagne, d'accord, mais on savait surtout que c'était un volcan. Alors on le sait car on a des illustrations et puis des récits historiques de l'époque. On sait que c'était un cône dont la partie sommitale était dénudée, sans végétation, ce qui est logique comme aujourd'hui si vous allez au sommet du Vésuve, que les flancs étaient eux couverts de végétation, et on cultivait également de la vigne surtout, puisqu'on avait très bien compris que la cendre était extrêmement fertile et favorisait la culture. Regardez cette célèbre fresque que l'on a retrouvée dans le larraire de la Maison du Centenaire à Pompéi. On y représente une montagne conique couverte de végétation avec des treillis de vignes que l'on suppose donc être le Vésuve. Alors la première chose qui frappe dans le texte, c'est l'évocation, alors c'est la mer qui apparemment montre le nuage pour la première fois, c'est l'évocation de cet extraordinaire nuage qui surgit du volcan. Et là, Pline a recours à une comparaison absolument géniale. Il compare la forme du panache de cendre à un pin. Alors quand il dit un pin, il faut penser au pin parasol, qui est une espèce d'arbre, de pin, très répandu dans la région. Alors pourquoi cette comparaison est géniale? Parce que Pline, ne possédant pas le vocabulaire scientifique adéquat, et encore une fois c'est tout à fait normal, il utilise une comparaison qui parle à tout le monde. Tout le monde visualise un pin parasol qui a la forme d'un parasol ou d'un champignon. La comparaison qui suit ce texte nous éclaire encore davantage. Pline ne décrit ni plus ni moins qu'un phénomène très connu aujourd'hui qui porte son nom, c'est une éruption plinienne. Les éruptions pliniennes ou vésuviennes sont marquées par des colonnes de débris volcaniques et de gaz extrêmement chauds éjectés très haut dans la stratosphère, qui est la deuxième couche de l'atmosphère terrestre. On a donc une éjection d'énormes matériaux, de quantités phénoménales de pierres, de cendres, pierre ponce, on en reparlera juste après. Et c'est pour ça que la comparaison avec le pin parasol est extrêmement bien trouvée. On a la colonne, et puis après on a ce chapeau qui s'étend de plus en plus, qui va retomber sur lui-même, on va le voir après. On estime aujourd'hui que cette colonne a pu monter à l'époque, en 79, à, tenez-vous bien, plus de 40 km d'altitude. Là, on parle de la couleur de ce nuage, puisqu'évidemment, au blanc, des gazages et puis de la vapeur d'eau, on a énormément de cendres, de pierres, qui vont teinter le nuage de gris. Et Pline le voit très bien. Les éruptions pliniennes sont très souvent accompagnées de bruits forts, par ailleurs, et de décharges électriques. Là, c'est intéressant. Pline, sans le savoir, évoque la deuxième phase de l'éruption 79. La première phase porte son nom, on vient de dire, l'éruption plinienne. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une nuée ardente, sous son propre poids. C'est-à-dire que le nuage est tellement dense, la gravitation aidant, tout va retomber sur les flancs et dévaler à toute vitesse le volcan. C'est cette partie qui est la plus dangereuse. On appelle ça également un nuage pyroclastique, capable de s'écouler le long du sol, très loin d'un volcan, à des vitesses pouvant aller jusqu'à 600 ou 700 km/h. Inutile de dire qu'il est impossible pour la population de s'enfuir. Et oui, même ceux qui étaient à bord d'embarcations ont pu avoir de gros soucis avec le Vésuve. Regardez cette carte qui montre la zone d'influence et la zone d'impact des retombées du volcan. Il fallait avoir la chance d'être du bon côté, au nord-ouest. Même à 2-3 km, on n'avait rien. Tout dépend du vent ce jour-là et de la direction prise par l'éruption. On nous parle de pierre ponce, c'est une pierre très légère, du fait de sa très grande porosité. La porosité due à la formation de bulles de gaz. C'est d'ailleurs la seule pierre qui flotte dans l'eau. Le Vésuve est un volcan assez complexe. On a souvent tendance à classer les volcans en deux grandes catégories. Les volcans gris explosifs, extrêmement dangereux, les volcans rouges, très jolis à voir, effusifs, avec une coulée de lave spectaculaire mais finalement peu dangereuse. En réalité, il y a toute une série de stades intermédiaires.
Le Vésuve est un volcan assez complexe. Il est capable évidemment la plupart du temps de coulées pyroclastiques, ce fut le cas en 79. Il est également capable d'avoir des phases avec des coulées de lave. Alors quand on monte au Vésuve de nos jours, on voit parfaitement ces anciennes coulées. Il ne semble pas néanmoins y avoir eu de coulées de lave en 79. Alors les colonnes de feu, c'est peut-être des incendies de végétation avec en tout cas la nuée ardente qui a eu lieu, cette deuxième phase a eu lieu de nuit. Donc on imagine la coulée ardente, ça peut être 1000 degrés, ça fait des coulées de feu comme il le dit. En dernier lieu, Pline évoque la mort de son oncle. Et là aussi, ça nous apporte une information capitale. Si beaucoup de victimes ont été tuées directement par l'effondrement de leurs habitations, il y a eu énormément de personnes asphyxiées par le volcan. On estime aujourd'hui que tout s'est joué en une vingtaine de minutes et que la nuée ardente n'a laissé que très peu de temps aux habitants pour s'enfuir. La plupart sont morts asphyxiés par les gaz absolument toxiques et brûlants qui ont dévalé la pente. Quant à savoir si c'est vraiment la cause qui a provoqué le décès de Pline l'Ancien, les historiens en doutent un petit peu, il faut le dire. Pline l'Ancien était entouré de beaucoup de monde, il n'était pas seul, à ce moment-là il avait également de nombreux esclaves, et aucune autre personne autour de lui n'a été impactée par les retombées du volcan. Alors Pline nous dit bien qu'il avait une constitution fragile, son oncle. Pour conclure, il s'agit donc d'un document littéraire, on l'a dit, mais suffisamment précis et bien tourné, bien formulé, pour devenir finalement un document scientifique incontournable. C'est, je le rappelle, le premier document écrit qui relate une éruption volcanique. Par ailleurs, on peut dire... Bon, on va arrêter là, parce que je pense que l'histoire se répète malheureusement. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très vite. N'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Merci.